Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Mailstock, le talk show pour les entrepreneurs. Je suis super contente de vous avoir aujourd'hui pour un nouvel épisode du Zoom de Mailstock où on met en avant un entrepreneur et son activité. Aujourd'hui, j'ai la chance de mettre en avant Ouri Diallo, entrepreneur et fondateur de ODK Consulting. Donc Ouri, c'est un ancien commercial qui est devenu donc responsable commercial, qui a dirigé une équipe de plus de 50 personnes et aujourd'hui, il accompagne les entreprises et les entrepreneurs à développer leur activité. Donc je suis super contente de l'avoir avec moi aujourd'hui. On va parler de son parcours, de ses challenges, des erreurs qu'il a pu commettre et bien sûr des conseils pour vous aussi développer votre activité. Donc restez jusqu'à la fin, vous aurez une surprise. À très vite. De retour du coup pour l'épisode Zoom de Mailstock. Je suis accompagnée de Ouri Diallo, donc merci beaucoup d'être avec moi Ouri. Merci à toi, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi. Du coup, alors la première question Ouri, moi c'est quelle est ta vision de l'entrepreneuriat? Parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat aujourd'hui. Ouais. Tu te définis comme étant un entrepreneur. Ouais. C'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat en fait c'est, moi je pars du principe que c'est un mec ou une femme qui à un moment s'est dit j'ai envie de faire ce que j'aime et j'ai envie d'être payé pour ce que j'aime. Donc pour le coup c'est je teste, je prends des risques, parfois je ris, parfois je pleure, mais j'ajuste toujours en se disant que l'objectif c'est de faire vraiment ce qu'on aime faire et s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, c'est vraiment le but à la fin. Ok, donc ça c'est vraiment toi ta vision de l'entrepreneuriat. Ouais. Okay. Et du coup, alors, dans l'intro, j'ai parlé effectivement de ton activité en tant que responsable commercial, en tant que commercial. Est-ce que tu peux revenir un peu sur justement ton activité avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, en fait, si tu veux, j'ai commencé par faire un peu tous les jobs. J'ai toujours voulu créer ma boîte. Ma mère me disait déjà quand j'étais tout petit et que je disais je voulais créer ma boîte alors que je ne savais même pas ce que c'était. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Et parce qu'en fait, j'avais de la famille, des gens qui étaient entrepreneurs, etc. Donc fatalement, ça donne envie. Quand t'es petit, tu vois tes oncles, etc. Tu les prends un peu comme Superman parce qu'ils sont pendus au téléphone et t'as l'impression qu'ils sauvent le monde à chaque fois. Et je me suis dit, je veux faire ça. Sauf que je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et petit à petit, quand tu fais tes études, etc., tu te dis, je vais monter en compétences. Donc j'ai commencé par faire commercial. Après, j'ai été responsable commercial. J'ai géré jusqu'à 50 personnes sur des agences de location. Et à un moment, je me suis dit, j'aime une partie de ce métier-là, c'est la partie transmission et formation. Okay. C'est un truc où moi je prenais énormément de plaisir et je me suis dit j'aime faire ça, apparemment ça se passe bien parce que j'ai des bons retours, pourquoi je ferais pas ça mais pour moi-même? Donc créer mon activité, et c'est là que l'idée est venue. Après c'est parti d'un pari un peu étrange avec ma femme où je lui ai dit j'aimerais bien faire de la formation. Elle m'a dit ok, et donc je dis je vais essayer de former. Elle m'a dit ok, mais tu vas faire ça comment? Je sais pas. Et du coup j'ai contacté une chambre de commerce et puis une autre et puis ça a démarré comme ça en fait. Ouais, justement, on va revenir un petit peu sur les étapes de comment ça a démarré parce que c'est une vraie problématique je pense pour les entrepreneurs de savoir quand tu as une idée de comment démarrer. Donc toi on a compris effectivement c'est une étape passion pour la transmission. Comment du coup, quelles ont été les premières étapes de la création de l'entreprise? Alors je fais rien comme tout le monde, donc c'est un peu complexe. Alors je suis d'origine guinéenne. À la base je suis parti en vacances en 2018 en Guinée. Et je voulais voir un peu si l'écosystème était prêt pour tout ce qui est formation, accompagnement, etc. Et s'il y avait des startups sur place. Une fois sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui avaient des projets, qui voulaient faire plein de choses, mais ne savaient pas comment s'orienter, comment mettre en place. Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Du coup, j'ai créé ma boîte là-bas pour accompagner des jeunes justement à créer leur propre entreprise et leur activité. D'accord, donc ta boîte n'est pas basée en France originellement. Elle a été créée en Guinée au départ, et ensuite je l'ai créée en France également, mais sur une autre partie, sur un autre volet. Mais la base, ça a été fait là-bas, simplement pour permettre à ces gens aussi de créer leur propre activité et de subvenir à leurs besoins grâce à ce qu'ils aiment faire. Et après, j'ai voulu le faire ici, tout simplement parce que je vis ici déjà, et parce que je voulais vraiment transmettre ma passion. J'adore transmettre, j'adore la pédagogie, j'adore le contact avec les gens, j'aime les gens. On le sent. Je le sens. J'aime vraiment ça, j'aime les gens, j'aime échanger avec eux, j'aime leur donner des solutions. Et pour le coup, je me suis dit, la formation, naturellement, c'est ce que j'aimais faire dans mon ancien job. Et je me suis dit, autant le faire en permanence, en fait, et d'être payé pour ça. Il y a rien de mieux, en fait, que de bosser pour sa passion. Pour moi, c'est vraiment la base, en fait, de tout entrepreneur. Il a une idée, certes, mais c'est surtout qu'il est passionné par ce qu'il fait. Et il est sûr qu'il peut faire ça. Donc, du coup, après, c'est de tester. C'est là, la première étape, c'est de se dire, ok, j'ai une idée, mais maintenant, il faut que je la teste. Et comment t'as fait, toi?
Tout simplement, en Guinée, j'ai rencontré des entrepreneurs, en tout cas des porteurs de projets, parce que c'est un peu le terme qu'on utilise, les porteurs de projets en disant, ok, ils ont envie de faire ça, comment je peux les aider à le faire? Et après, c'est de mettre en place les étapes pour qu'ils puissent le faire. Et pareil en France, je voulais former des gens, former des personnes en entreprise, former des particuliers. Et du coup, je me suis rapproché des chambres de commerce. L'idée, en fait, c'est dès le départ, tente, essaye, fais des actions contacte des gens, et tu vois si ça marche. Si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose. Si ça marche pas, réadapte jusqu'à ce que ça marche. C'est pas tant d'abandonner, mais c'est de se dire, si ça marche pas, il y a une raison. Il faut juste la comprendre et réadapter pour que ça puisse marcher. Mais alors du coup, dans le cadre de ton activité, qui est donc des formations, en France quand même c'est assez réglementé. Comment tu as fait? Parce que du coup, effectivement, si quelqu'un veut demain se lancer dans la formation, enfin je connais pas trop, est-ce qu'on a le droit comme ça de former un peu tout le monde? Est-ce qu'il y a des règles en particulier dans ce domaine? Alors, il y a effectivement une grosse partie administrative, mais ça malheureusement c'est aussi le pays qui veut ça. Mais effectivement, dès le départ, faut surtout se dire, si on est doué pour ça, on fera le nécessaire pour pouvoir former des gens, et il y a des gens qui vont nous demander de les former. Moi, j'ai commencé avec une école qui m'a fait confiance, j'ai travaillé avec la CCI également qui m'a fait confiance, et après, petit à petit, en fait, tu mets en place les processus administratifs pour être dans les cases. Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt de former, c'est surtout quand tu peux former des TPE, des PME ou même des grosses boîtes, mais surtout faire financer tes formations par des organismes tiers. Et là, pour le coup, tu as besoin d'avoir fait cette partie administrative qui est importante. D'accord. Donc ça, c'était important, effectivement, que toi, tu cadres ça. Et est-ce que tu t'es fait aider, du coup, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont accompagné dans la création de l'entreprise, ou est-ce que tu étais vraiment solo? Parce qu'on se dit souvent que l'entrepreneur, c'est un peu la route seule, quoi. Est-ce que tu étais seul? Tu as un cofondateur? Comment ça s'est passé niveau moi, je l'ai créé tout seul, parce que j'ai toujours voulu faire ça solo. Maintenant, on ne peut rien arriver à faire vraiment tout seul. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'ai quand même des personnes qui peuvent me conseiller, m'aider, etc. Parce que sinon, j'y arriverais pas. Enfin, un entrepreneur qui veut tout faire tout seul, ça, à mon sens, en tout cas, ça se casse la gueule à un moment ou à un autre, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Et on est humain, on a besoin des autres humains pour avancer. Et là, pour le coup, c'est quand tu connais pas des choses, tu te rapproches des personnes qui savent faire ça. La partie administrative, je ne gère pas, je ne sais pas faire. Donc du coup, je me suis rapproché d'autres personnes qui connaissaient très bien ce truc-là, m'ont accompagné pour que ça aille beaucoup plus vite. Et du coup, aujourd'hui, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait sur l'année 1, et on démarre l'année 2 comme on le veut. Trop bien. Et alors du coup, une autre question quand même intéressante, c'est effectivement quand on lance ton activité, c'est effectivement donc avoir les premiers retours, mais surtout trouver tes premiers clients. Comment est-ce que tu as trouvé donc tes premiers clients? Alors c'est parti d'un mail. J'ai envoyé un mail à la CCI. Comme je te disais, ça partait du pari avec ma femme. Elle m'a dit, mais tu vas faire comment? J'ai dit, écoute, je vais envoyer un mail. J'ai envoyé un mail, bingo, la personne a répondu, on a échangé ensemble, et j'ai commencé à former à la CCI, et ensuite dans d'autres CCI, et ensuite il y a des écoles. Enfin voilà, c'est vraiment, je me dis, l'audace ça paye. Moi mon credo c'est ça, c'est que tu as envie de faire un truc, tente, t'as rien à perdre. Au final, quand tu crées ta boîte, tu pars de 0. Au pire, tu restes à 0, au mieux, tu es à plus 1. Exact. Donc tente, si ça marche, t'avances. Si ça marche pas, tu réajustes jusqu'à ce que ça refonctionne. Mais au final, juste tenter en se disant que de toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Trouver son premier client, ça vient pas tout seul, à part quand tu as déjà une renommée où les gens te connaissent et ils t'attendent. Mais ça, c'est le meilleur des cas. Créer sa boîte quand tu sais que tu as des clients qui t'attendent, oui, fatalement, c'est plus simple. Exactement. Mais dans 90%, c'est pas le cas. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et du coup, j'imagine effectivement, comme tu disais, la route est quand même semée d'embûches, il y a beaucoup de challenges. Quelles ont été aujourd'hui les erreurs que tu as pu commettre durant ta première année, que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui, qui pourraient être bénéfiques pour notre audience? Une des premières erreurs que j'ai commises, c'est de faire confiance à certains clients avant de vérifier de faire ce qu'on appelle le background check. C'est-à-dire expliquer en fait, c'est simplement de checker que la personne en face de vous, elle est solvable, qu'elle a une boîte, que tout fonctionne bien, etc. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand on crée sa boîte, qu'on a un premier client, on se dit ouais, génial, j'ai un premier client, et on va pas tout de suite faire le nécessaire pour vérifier que ce client-là a vraiment une activité, qu'il est solvable, etc. Et du coup, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une cliente, avec des guillemets, qui me doit une certaine ardoise parce que moi, j'ai pas fait le boulot au départ. J'ai pas vérifié son activité. C'est peut-être une erreur d'amateur, mais c'est juste, au début, je me suis lancé, je me suis dit, génial, j'ai un premier client avec un certain montant de facture, et je me suis précipité, alors qu'avec le recul, maintenant, je vérifie d'abord, et ensuite, je me lance. Je contractualise, etc. Alors qu'au début, je faisais un devis, la personne accepte, c'est bon, je pars sur ça. Là, on contractualise, etc. C'est toute la partie administrative, en fait, qui est complexe. Heureusement, ça n'a pas eu une grosse incidence, parce que j'attendais pas cette facture-là pour pouvoir faire autre chose ou acheter des choses.
mais au final, c'est quand même pesant parce que 2 ans après, j'en parle encore. Bah oui, j'imagine, ça t'a marqué. Ouais, c'est marquant parce que tu te dis à un moment, j'ai été bête de faire confiance, mais avec le recul, je me dis, j'ai pas été bête, c'est juste que à ce moment-là, je voyais pas les conséquences. Et du coup, maintenant je sais. Et comment du coup tu fais face quand justement, je pense que ça peut aider les gens à des coups durs ou des fois effectivement tu te prends des portes et tout. Comment toi personnellement tu fais face à ces challenges-là? Où est-ce que tu puises ta ressource? En fait, si tu veux, je suis persuadé que ce que je fais, je le fais bien parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour. Et en même temps, je me dis, si j'ai créé ma boîte, c'est pour une raison bien particulière. Je voulais vivre de ma passion. Ma passion aujourd'hui, c'est de former les gens, d'accompagner les personnes et de permettre à des gens de débloquer leur situation. Et parallèlement à cela, en fait, on a créé un impact social avec le continent africain parce qu'on travaille avec eux sur des problématiques d'identité visuelle, de création de sites web, etc. Et je sais que derrière, il y a des gens, en fait, pour qui on a un impact. Ça fait partie de notre ADN. C'est d'aider les gens. Que ce soit que ce soit financièrement en faisant appel à leurs compétences, mais aussi d'aider les personnes à monter en compétences sur ce qu'ils veulent. Et à chaque fois que je vois qu'il y a une porte se ferme, etc., je me dis, c'est pas grave. Je sais pourquoi, je connais ma mission, je connais cet ADN-là, et l'idée c'est de continuer à le faire. Ça ne marchera pas avec tout le monde. On ne peut pas vendre à tout le monde, sinon on ne serait pas là, tu ne serais pas là, je ne serais pas là. Mais travailler avec les personnes qui comprennent cette mission-là, qui comprennent ces valeurs, et se dire, si c'est pas avec un tel, c'est pas grave, ça sera avec quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, on ne peut pas vendre à tout le monde, ça n'existe pas. Donc mieux vaut, et c'est ce que je fais dans mes formations au début, je leur apprends à prendre des portes. Parce qu'une fois qu'on a pris 1, 2, 3, 4, 5 portes, ça fait moins mal. Et après, on continue d'avancer. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu crées ta boîte, dès qu'on te dit non, tu le prends personnellement. Exact, ouais. Alors qu'il faut pas. Ça, t'as réussi justement à faire le. En fait, c'est ce que je dis généralement, faut apprendre à devenir schizophrène. En se disant, toi et ta boîte, vous n'êtes pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que si on te dit non, on dit non à ta boîte, à ton produit, à ton service, à ton offre. Pas à toi en tant que personne. Parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de faire la part des choses. Au départ, quand on nous dit non, on le prend nous personnellement, sauf que c'est pas moi. Enfin, c'est à ODK Consulting qu'on dit non, c'est pas Ouri. Je représente ma boîte, certes, mais je ne suis pas ma boîte. Et les gens peuvent dire non par rapport à l'offre, par rapport à plein de choses. Et ça peut être une question de timing, ça peut être plein de choses. Mais toujours essayer de faire la part des choses en disant c'est pas moi en tant que personne. Comme ça fait moins mal. Au final, moi, je suis tout à fait capable de rappeler une personne. En plus, j'ai fait ça pendant des années en tant que commercial. Je peux très bien rappeler la personne avec une autre voix. Ça me dérange pas. Je trouve ça fun. Et en plus de ça, parfois ça marche. Et là, le truc, c'est ne prenez rien personnellement. Dites-vous que c'est votre boîte, mais c'est pas vous. Et apprenez à faire la part des choses parce que pour le coup, ça te permettra de moins ressentir les coups durs. Et quand on te dit non, c'est pas grave. On te dira oui une autre fois. Exactement. Super. Ma dernière question, Ouri, c'est plus pour parler de ta vision de tes projets, de ODK Consulting. Où est-ce que tu te vois emmener la boîte? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets futurs à venir? Alors, les projets futurs à venir. Là, aujourd'hui, on a réussi à stabiliser ce que je voulais. On a fait la partie administrative qui était très lourde sur l'année 1. On fait des formations. Là, on a les agréments pour faire les formations, notamment dans les TPE, les PME, les startups, pour accompagner les sales, notamment à monter en compétences. Aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, je peux pas tout faire tout seul. Donc, je suis en train de m'entourer petit à petit de d'autres formateurs qui vont pouvoir me donner un coup de main. Et parallèlement à cela, sur l'activité qui a un impact direct sur le continent, aujourd'hui, on a réussi à avoir une dizaine de personnes qui travaillent avec nous sur le continent, qui font tout ce qui est site web, logo, etc., qui arrivent à se faire un petit pactole quand même pour le continent. L'idée, c'est de passer à 50 d'ici 3-4 ans, parce qu'on se dit, c'est notre manière à nous de redonner, en fait. Voilà, il y a des gens qui ont besoin, plutôt que de leur envoyer de l'argent comme ça, je préfère leur envoyer de l'argent parce qu'ils ont une compétence qu'ils mettent en avant, et moi, continuer mes formations ici avec d'autres personnes qui m'aideraient sur les formations auprès des entreprises, pour leur permettre de monter en compétence, surtout sur cette pratique, sur ce côté pratique, parce que c'est ce qu'on met en avant. Aujourd'hui, on a subi des formations à l'école, on a subi des formations dans le cursus scolaire. L'idée, notre boîte, c'est vraiment, on est à 80% sur de la pratique. Je peux arriver avec mes slides, si elles ne sont pas adaptées, je les jette à la poubelle et on repart sur quelque chose de super adapté, avec les personnes qui sont en face, avec les personnalités qu'on a en face de nous, pour que chacun y trouve son compte, et qu'à la fin, tu puisses vraiment mettre en pratique dans ton job de tous les jours ce que tu auras appris parce que tu l'as vécu. Tu peux pas manager si tu n'as jamais été confronté à des situations. Ça marche pas. Enfin, on l'a vécu en cours quand on fait de la théorie du management. Oui, mais au final, on t'apprend jamais à gérer une situation en live parce qu'il y a le côté émotionnel qui rentre en compte. L'intérêt, il est là. Si tu ne pratiques pas,
t'apprends pas et tu montes pas en compétences. C'est pour ça que nous, notre slogan, c'est apprenez, pratiquez, montez en compétences. Trop bien. Au moins, ça permet de... On met vraiment les gens en avant, on leur dit voilà, vous allez être confronté à ça et ça et ça. Et c'est pas généralement les côtés sympas du management, parce que sinon c'est trop simple. La personne qui fait bien son boulot, c'est facile. On lui dit, c'est très bien, tu fais bien ton boulot, oui, tu vas lui offrir une promotion, ok. Mais les parties les plus complexes du management, celles-là, il faut les traiter. Et il faut préparer les gens mieux qu'on a été préparés, nous, quand on était à l'école. C'est ça, en fait, l'ambition, c'est de permettre aux gens de vraiment monter en compétences en ayant pratiqué pour pouvoir être plus opérationnel par la suite. Ok, trop bien. Bon bah super, merci beaucoup Ri. On va passer maintenant au Mailstock Challenge. Allez. Donc 3 questions qui n'ont rien à voir avec ton business. Donc on refait un petit clap. Allez. Super. Donc ma première question Ri, c'est est-ce que tu as une personne dans ton quotidien ou une personnalité qui t'inspire, où tu puises, où tu la trouves waouh, c'est un rôle modèle? Mohamed Ali. Waouh, j'étais sûre que tu allais dire ça. Oui, ok. Tu sais. Pourquoi du coup Mohamed Ali? C'est un sportif de très haut niveau et c'est le type de personne, dès le départ, il s'est dit je veux être le meilleur. Et au lieu de juste se dire je veux être le meilleur, il s'est donné les moyens d'être le meilleur. Exact. Donc il a annoncé, mais c'était pas de la fausse pub. Il a annoncé, mais il bossait très dur pour pouvoir le faire. Si j'en cite un autre, Kobe Bryant, qui malheureusement nous a quitté, mais un bosseur acharné. C'est-à-dire que malgré ses titres de champion NBA, etc., le mec se levait tous les jours à 4h30 du matin. Wow. Tous les jours à 4h30 du matin, il bossait jusqu'à 7h et les gens arrivaient sur le parquet pour s'entraîner. Il avait déjà fait 2h, 3h ou 4h de sport et il enchaînait avec sa journée et il continue. Enfin, c'est vraiment une vraie éthique de travail, c'est ce que j'allais te dire. L'éthique de travail. Okay, l'éthique de travail, c'est super important. Trop bien. Deuxième question, quel est ton passe-temps? Enfin, comment est-ce que tu te ressources au-delà de ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien? Alors, c'est vrai que ma vie a changé depuis quelques temps. J'ai un petit bébé qui est là maintenant. Tu es papa, donc forcément ça change des choses. Ouais, et du coup, en fait, je me ressource beaucoup par rapport à ça. C'est-à-dire que tu peux avoir une longue journée. Quand tu arrives à la maison et que tu vois le petit bout qui te regarde et qui sourit, ça change pas mal de choses. Après, il faut aussi avoir une petite routine. Notamment avec le sport, de la lecture, je lis beaucoup de livres parce que ça me permet en fait de déconnecter. C'est important quand tu crées ta boîte, déjà tu y penses, même quand tu dors. C'est vrai. Mais il faut trouver un moyen de déconnecter. Moi, je déconnecte quand je change une couche, quand je suis en train de m'occuper de mon fils. Enfin, c'est comme ça que je déconnecte aussi, parce que pour moi, à ce moment-là, à ce moment précis, tu penses pas au boulot. Tu penses à autre chose. Tu penses pas au boulot et t'es vraiment focus sur autre chose. Trop bien. Ma dernière question, quel est le trait de caractère que tu détestes chez quelqu'un? Waouh. Tu t'y attendais pas celle-là. Pas mal. Quel est, même face à un client, face à une personne dans ton entourage, quel est le trait de caractère que tu n'aimes pas? La mauvaise foi. Ah, mauvaise foi. Je ne supporte pas la mauvaise foi. Okay. C'est, en fait, je me dis, tu as tort, reconnais que tu as tort. Exact. Et on avance. Mais si c'est juste pour dire, pour trouver des excuses pour lesquelles, si je prends un exemple concret, des entrepreneurs que j'accompagne aiment bien dire oui mais j'ai pas eu le temps de... Non, c'est faux, parce que tu regardes Netflix. Tu regardes un épisode de tes séries sur Netflix. Tu regardes Donc tu as eu le temps, tu regardes Snapchat. Donc tu peux pas me dire que t'as pas pu faire une vidéo d'1 minute pour faire du contenu, c'est faux. Okay. Donc c'est juste de se dire, dis-moi que t'as pas eu le temps, dis-moi que tu l'as mal géré ton temps. Et là, moi je te dis ok, voici comment on va faire maintenant. Mais plutôt que de me dire non mais se trouver des excuses, non avec toi. Non. Ok. Ça sert à rien. En plus, tout le monde sait que, les gens en tout cas qui me connaissent savent que quand on me dit oui mais j'ai pas eu le temps, non, pas à Ori en tout cas. C'est non. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup en tout cas Ori, c'était un plaisir de t'avoir. Alors comment est-ce que les personnes qui nous regardent font pour te suivre et pour suivre ODK? Est-ce que donc ton site internet éventuellement, ta page Facebook, je sais pas. Alors, quels sont les liens? On a tout créé, le site on mettra tout ça. odkconsulting.com. On a toutes les pages sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Insta, Snapchat aussi. Donc voilà, on est toujours pareil, ODK Consulting et voilà, et n'hésitez pas, du coup on mettra aussi le lien vers le LinkedIn d'Ori parce que tu es très actif sur LinkedIn. Si vous voulez lui envoyer un message, en savoir plus sur ODK Consulting. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur Mailstock. On a hâte de partager ça avec vous et que vous puissiez aussi rencontrer Ori. Voilà, très vite. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cet épisode. Le petit pouce bleu. Important. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Mailstock. À très vite. Bye bye. Alors, donc je vais vous raconter ma matinée. Je me lève.